Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricanist TV, votre chaîne de télévision. Pour l'heure, nous sommes encore sur les supports numériques que vous connaissez bien, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Mais dans les jours à venir, les semaines à venir, nous serons justement dans les ménages. Nous prierons justement que tout aille pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste et notre interrogation. Géostratégie, diplomatie du gaz, Alger, une nouvelle prise de guerre. Pour Macron, c'est notre grande interrogation. Géostratégie, diplomatie du gaz, Alger, une nouvelle prise de guerre pour Macron. En tout cas, nous nous interrogeons. Eh bien, mesdames, messieurs, dans le cadre de cette diplomatie du gaz, la nouvelle visite d'Emmanuel Macron en Algérie marquera-t-elle un nouveau départ dans la relation avec la France? Après les ratés des premiers voyages, l'élection d'un nouveau président aurait pu en offrir l'espoir avec à la clé plus de coopération économique. Mais après la polémique sur la rente mémorielle et celle sur l'existence d'une nation algérienne, la réconciliation reste de façade et jusqu'à preuve de contraire, bien sûr, ces deux pays sont à couteau tiré. Le président Tebboune doit d'ailleurs partir prochainement en visite officielle à Moscou et à Pékin. Et d'ailleurs, pour une anecdote, il faut préciser par ailleurs que, ce sont les avions militaires russes qui ont accompagné justement l'avion présidentiel français dans les airs. Allez savoir justement ce que cachait ce message de la part d'Alger. Mesdames, Messieurs, jusqu'à preuve de contraire, l'Algérie n'avait guère, on va le dire, porté chance à Emmanuel Macron et l'Algérie ne veut pas surtout porter chance à Emmanuel Macron. Et ce n'est pas à faute d'essayer. En tout cas, dès sa campagne présidentielle de 2017, le futur président français avait ainsi tenu à établir une relation forte avec ce géant de la Méditerranée et surtout de l'Afrique. À l'époque, le candidat Macron s'était même déplacé avec toute une partie de son staff durant 2 jours à Alger, multipliant les prises de contact, notamment avec les oligarques algériens, pourtant symbole d'un système, on va le dire comme ça, qui, jusqu'à preuve de contraire, parle nationalisme. Comme à son habitude, il avait alors fait de nombreuses promesses. Et apparemment, même en France, tout le monde sait qu'Emmanuel Macron aime les promesses. Malheureusement, lors de ce voyage à Alger, les couacs se sont multipliés de la part d'Emmanuel Macron, qui a passé la majeure partie de son temps à parler des autres pays, à parler de la Turquie, à parler de la Russie, à parler, bien sûr, des panafricanistes, à parler de toutes ces personnes qui, jusqu'à preuve de contraire, mettent la France à mal. On s'en souvient encore, Emmanuel Macron avait aussi créé, lors de ce déplacement, une énorme polémique en France en expliquant à un journaliste de la télévision algérienne que la colonisation française avait été un crime contre l'humanité. Ces paroles avaient suscité un tollé en France, notamment chez les pieds noirs. Mais surtout, la principale imprudence que commettait d'ailleurs à l'époque le candidat Macron, c'était de se lier avec l'ensemble des vieux réseaux du pouvoir politique et économique algérien, ceux-là même qui seront contestés par le peuple algérien lors de la révolution du Irak, c'était au printemps 2019. Où, on va le dire également, du jour au lendemain, plusieurs connaissances d'Emmanuel Macron vont se retrouver en prison. Et ces liens vont peser ensuite bien lourd dans les relations entre les deux États. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est venu quémander, quémander le gaz, on va le dire ainsi, algérien. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve de contraire, il y a encore 48 heures, au moment où nous sommes en train de produire cette émission, Gazprom a pris l'initiative de réduire encore davantage, on va le dire, l'achat de son gaz par le géant français Engie, sans publicité. Donc, c'est pour vous dire quelque part que jusque-là, la France nous déclare haut et fort qu'elle a 90% de réserve, on va le dire, de gaz, et que, justement, l'hiver, il ne fera pas totalement froid, mais il va falloir rationner. Pour l'heure, nous nous interrogeons géostratégie, diplomatie du gaz, Alger, une nouvelle prise de guerre pour Macron, c'est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Yam Timba ce matin. Docteur Yam Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. J'espère que vous allez bien. Très bien. Je pense que vous avez suivi, on va le dire, la visite de Macron à Alger. Il est allé de couac en couac. À la place de parler du gaz, il s'est mis plutôt à parler d'autres nations. Parce que malheureusement, l'Algérie, c'est difficile pour la France. Très difficile. Vous avez la thématique des présidents français quand ils se rendent en Algérie. Porte sur 3 choses. Le passé,
Ça veut dire que c'est quelque chose qui les ronge. Oui. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent que c'est inadmissible, c'est inhumain, c'est horrible. Mais qu'ils ont fait ça, non seulement en Algérie, mais partout dans le monde, au Vietnam, au Cameroun, à Madagascar, etc. Ils ont fait toutes ces choses-là. Et ces choses qui sont inacceptables. Par contre, ils vont dire, le passé est le passé. On a même entendu le président français dire, lui n'était pas né à ce moment. Alors vous n'êtes pas comptable. Vous n'êtes pas comptable de ce qui s'est passé avant votre naissance, mais vous vivez et travaillez quand même tous les jours dans un bâtiment construit avec l'argent de l'esclavage. Et par les esclaves. Mais vous n'en êtes pas comptable. En fait, ça ne vous dérange pas du tout. Bon. Donc il y a ce problème du passé, pour lequel la France réchigne clairement à demander pardon à l'Algérie. Parce que l'une des règles, c'est vous qui rappelez souvent ça, M. Ngos, comment vous l'appelez, les fameux textes autour de la charte de l'impérialisme. Oui, voilà, c'est vous qui rappelez ça. Oui. Là-dedans, compte tenu de ce qui est dans la charte de l'impérialisme, il n'est pas question de demander pardon à l'Algérie. Mais de lui dire le passé peut rester là où il est, systématique. Hein. Prenez depuis Giscard d'Estaing, tous les présidents français qui se sont succédés jusqu'à Macron, c'est exactement la même rhétorique. Oui. Le passé est le passé, qu'il reste là où il reste et puis qu'on avance. Parce qu'on a une jeunesse et que cette jeunesse-là, il faut compter sur elle pour construire l'avenir et que nous pourrons ainsi avoir des relations d'amitié, etc., etc. D'où le président français va intituler sa visite d'amitié. Oui. Bon, moi, je ne sais pas comment on fait ce genre de choses, sauf qu'ils vont dire, tous ces présidents français, que la jeunesse française et la jeunesse allemande s'étaient entendues et on voit aujourd'hui ce que ça donne comme relation particulière, spéciale entre l'Allemagne et la France. Ils ont oublié de dire à tout le monde que l'Allemagne a été obligée, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, de payer 20 milliards de marks aux Alliés. Ça, on n'en parle pas. Oui. La France a payé combien de milliards de francs français ou de milliards d'euros à l'Algérie sous forme d'indemnisation? La France a payé combien au Cameroun? Rien du tout. Combien à Madagascar? Combien au Vietnam? Combien à la Côte d'Ivoire et tout le reste? L'Allemagne a dû payer ces indemnisations. Alors, donc, vous venez, vous êtes tout beau, vous êtes tout gentil, vous souriez jusqu'aux oreilles et vous dites que c'est ça, quoi. C'est le discours que les autres sont censés comprendre. Même la dette de 24 millions de francs, 24 millions de pièces d'or de 1830, vous ne la payez pas. Et vous venez dire que la France et l'Algérie sont des amis. Bon, mais enfin, je crois que le président Tebboune, il l'a écouté très gentiment. Il a dit, bon, voilà un cadet qui est plein de dynamisme, c'est bien, il faut encourager les jeunes, c'est très important. Mais il s'est dit, bon, je ne comprends pas très bien où va le monde, comment ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez contraint l'Allemagne à vous payer 20 milliards de marks, vous débarquez chez moi et vous me parlez d'amitié, les mains vides, et en me demandant d'ailleurs de vous vendre du gaz à un prix inférieur à celui du marché. Alors donc, non seulement vous devez indemniser mon peuple pour tout le mal que vous l'avez fait, vous ne l'avez pas fait, vous ne demandez même pas pardon, mais en plus, vous voulez prendre les ressources qui devraient aider la fameuse jeunesse algérienne dont vous parlez pour qu'elle vive mieux. Oui. Et que je vous consente que ces ressources-là, je les jette par la fenêtre en vous faisant des prix spéciaux, donc des remises. Je crois qu'il y a quand même là quelque chose d'assez gros, un gros macabo qui est difficile à avaler. Mais voyez-vous, les Africains, il y a une opportunité économique. On peut gérer l'opportunité économique. Sauf que l'Algérie ne peut pas vendre du gaz à la France. Elle est d'ailleurs refusée, hein. Fait non-recevoir à cette demande. Elle ne peut pas vendre du gaz à la France, ni à aucun pays. Vous avez d'ailleurs vu comment elle a dû agir contre l'Espagne, sans un accord complet avec son partenaire stratégique, la Russie. Vous avez dit que l'avion présidentiel français a été escorté. Oui. Non, escorté. C'est le terme utilisé. Escorté par des avions militaires russes. Dans les airs. Et c'est ce message. Il est clair, le message. C'était pour dire notre territoire ne peut pas être violé. Notre espace aérien est sécurisé.
sécurisé et ne peut parcourir notre espace aérien que celui que nous voulons bien laisser le parcourir. C'était à la fois un message de l'Algérie en tant qu'Algérie, oui, mais c'était également un message par rapport au Mali. Tout avion étranger n'a le droit de traverser l'espace aérien d'un autre peuple que si ce peuple le consent. Et tous les peuples vont se battre pour pouvoir protéger leur espace aérien. Voilà le message qui était passé. Et je crois que les Français ne s'y prennent toujours pas bien. Et on va leur rappeler le message. Personne n'est contre vous. Personne. Pendant ce temps, personne n'est contre vous, mais les gens sont pour leur bonheur. Et pendant ce temps, un autre message est sorti justement de cette visite d'Emmanuel Macron pour sa diplomatie du gaz du côté de l'Algérie, que le président Tebboune est attendu à Moscou et à Pékin dans les jours à venir. Écoutez, quand vous avez, pour des raisons claires, ça peut être parce que le président Tebboune voulait bien comprendre ce que veut la France. Peut-être comprendre très bien quelle est la situation de l'Europe. Avec 600 € le mégawatt à ce moment, ça coûte quand même cher le gaz. Hein. Ça coûte très cher. Alors, sauf que si ça continue comme ça, l'hiver, l'automne, c'est bientôt là, dans un mois, ça va commencer, il va y avoir des problèmes. Ne soyez pas surpris de voir ce qu'on a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'émigration africaine vers l'Europe, mais que vous ayez carrément des dizaines, des centaines de bateaux qui partent d'Europe vers l'Afrique. C'est ce qu'on a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup d'Africains, ils ne le savent pas, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique a abrité quelques dizaines de millions d'Européens, de réfugiés européens. Ça va arriver, si ça continue, si les Européens ne se rendent pas compte de la nuance et de la délicatesse qu'il y a dans le propos de dire « Nous ne sommes pas contre vous ». Pas du tout. Nous sommes pour nous. À vous de comprendre si vous êtes pour vous ou si vous êtes contre nous. Nous ne sommes pas contre vous, nous sommes pour nous. Donc, le président, l'Algérie ne pouvait pas réagir d'une autre manière. Si elle veut rester cohérente avec elle-même, si elle veut ses prises de position par rapport au Mali, par rapport à l'Ukraine, elle est cohérente, l'Algérie. Par rapport à Taïwan, elle est cohérente, l'Algérie. Et donc, elle va clairement dire au président français, j'ai bien compris le message des Occidentaux, mais là, j'ai quelque chose de plus important. Vous venez chez moi, moi, je ne vais pas chez vous. Je vais chez mes amis. Parlons justement du Mali. C'est toujours la même Algérie qui avait pris l'initiative d'interdire à la France de survoler son espace aérien pour aller vers le Mali. Est-ce pour dire aujourd'hui que la relation entre le Mali et l'Algérie se solidifie, et surtout avec la Chine et la Russie? Je pense que ça va se renforcer davantage. Et le Mali n'est pas allé se plaindre à l'ONU des violations de son espace aérien, ainsi que des relations troubles entre la France et les terroristes, pour rien. Et la question de la légitime défense, évoquée par le Mali, signifie quelque chose de précis. C'est la Chine qui est quand même présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout ça est très important. Ça signifie quelque chose. Pourquoi c'est à ce moment que le Mali se plaint? C'est une bonne question. Parce que c'est à ce moment-là on a un allié qui est aux commandes. 1. 2. Ça veut dire en même temps que nous sommes en train de dire à la France, nous savons de manière systématique tout ce qui se passe dans notre espace aérien. Donc chaque fois que vous faites une incursion, nous sommes au courant. Donc nous avons les moyens de détection fiables. Le deuxième élément, c'est de dire, parce que nous avons des moyens de détection fiables, vous ne risquez pas de nous échapper quand il faudra se défendre légitimement. Vous ne pourrez pas, puisqu'on sait quand vous êtes là, à quel moment vous êtes là, où vous êtes, quand il faudra réagir, vous n'y échapperez pas. C'est ça le message. Est-ce que la France l'a compris? Je ne sais pas. Mais c'est ça le message que nous avons compris. Et donc, l'Algérie, qui avait reçu les systèmes S-300 et S-400 de la Russie, avait très bien dit qu'elle va protéger l'espace aérien du Mali. D'où viennent toutes ces informations? Le Mali a reçu lui aussi des batteries de missiles spéciaux, des batteries de radars spéciaux de la Russie il y a quelque temps. Donc, quand on combine tout ça,
et on combine la présence satellitaire accrue de la Russie et de la Chine, il est clair que rien ne peut échapper au Mali dans son espace aérien. Et rien ne sert de maintenir une escalade qui n'a aucun sens. Rien ne sert de maintenir cette escalade sous le prétexte que cette escalade vous donnera éventuellement accès d'une manière gratuite, comme cela a été fait depuis 67 ans, depuis près d'un siècle, aux matières premières maliennes ou des autres pays africains. Je pense qu'il est temps que l'économie juste, que l'économie, si vous voulez, du paiement juste des ressources des uns et des autres puisse enfin se mettre en place. Et que les pays comme la France commencent à penser à ne plus être contre les autres, mais à être pour eux-mêmes, pour autant qu'ils vont devoir compter sur leur propre force pour se développer. Parce qu'aujourd'hui, lorsque on écoute le discours algérien à la suite de la visite du président français, on comprend très bien que tout de suite après être rentré, il dit c'est la fin de l'abondance. Mais il n'y a pas fin de l'abondance. Il y a désormais tout simplement que vous n'avez plus accès aux sources de l'abondance. Et je crois que cela devrait les réveiller. Si vous n'avez donc, si vous dites que vous êtes à la fin de l'abondance, mais que la vérité est que vous n'accédez plus aux sources de l'abondance, ça veut dire que la guerre totale dans laquelle vous voulez vous lancer, vous ne pouvez pas vous lancer. Vous n'allez pas la soutenir. Et les Africains, détrompez-vous sur ce qu'ils sont. Vous dites qu'ils ont les PIB de quelques dizaines de milliards d'euros. Détrompez-vous. Vous avez dit ça de la Russie, vous vous êtes trompé. Les PIB des pays comme les Africains sont peut-être 10 fois plus élevés que vous ne le croyez. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les grands immeubles partout, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des belles routes partout, que les universités ne sont pas équipées, qu'il n'y a pas les usines partout. Mais ces pays, par-delà le fait qu'ils sont en réalité plus riches que vous ne le dites, ou ne le croyez, les pays africains sont beaucoup plus résilients qu'on ne l'imagine. Donc, une guerre totale, parce que la France veut absolument avoir du gaz à bon prix en Afrique, sera une grossière erreur. J'ai entendu parler d'un projet de pipeline, de deux projets de pipeline. Le projet de pipeline nigérian qui devrait alimenter l'Europe et le projet de pipeline d'Afrique centrale qui devrait alimenter l'Europe. La question aujourd'hui est de savoir si le fameux gaz rwandais qui était censé passer par la Centrafrique, si ce n'est pas ça qui a provoqué tous les problèmes, qui n'est pas l'un des grands facteurs déclencheurs des problèmes de la Centrafrique. Ce qui veut dire que la Centrafrique a été considérée et gérée comme la Syrie. Mais lorsque vous avez échoué en Syrie, pourquoi persister en Centrafrique? Et quand vous regardez également le pipeline qui devait partir de l'Égypte, le Mali, il ne peut pas passer ailleurs que par le Mali. Et donc le Mali, on a tenté de gérer le Mali comme la Syrie. Mais comment vous répliquez à chaque fois des schémas qui échouent? Il est temps que les Européens prennent la mesure du monde réel dans lequel nous vivons et où plus rien ne leur sera donné gratuitement. On passe de mauvaise nouvelle à mauvaise nouvelle, je parle bien sûr de la France. Il y a déjà Gazprom qui a pris l'initiative de réduire justement son offre en gaz à Engie, sans publicité, qui est justement le géant du gaz du côté de la France. Est-ce pour dire que c'est une mauvaise nouvelle pour les Français pour les mois à venir, puisqu'on sait que dans les jours à venir, ce sera l'hiver? Comme nous ne parlons pas pour eux, c'est à eux de voir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Nous ne parlons pas pour eux. Ils se débrouillent, ils apprécient ce qu'ils vivent eux-mêmes en fonction des conditions qui sont les leurs. Ça ne nous concerne pas. Nous constatons par contre que la quantité de gaz va diminuer et qu'il est fort possible que cela conforte la position russe sur les marchés. Mais également que cela constitue donne des possibilités de revenus supplémentaires et plus importants et solides et peut-être durables aux pays africains. C'est ce qui nous intéresse là-dedans. Dans ce cas, nous interpellons plutôt les dirigeants africains à gérer cette aubaine, à l'exploiter au mieux et à pouvoir en tirer tous les bénéfices qui permettront de relancer l'économie africaine et de créer les conditions du décollage économique. Voilà, économique et industriel. Voilà ce qui nous intéresse. Après, les Français savent très bien ce qu'il faut faire pour avoir du gaz à bon prix auprès de la Russie, auprès de tous les autres pays.
Ils savent. Ils savent où avoir de l'hydrogène à bon prix. Par exemple au Mali. Mais ils savent ce qu'il faut faire pour y accéder. Mais comme ils pensent que pour y accéder, il faut la guerre, il faut la rhétorique de guerre, il faut aller en Algérie, essayer de retourner l'Algérie comme si c'était un simple agent secret qu'on retourne et pour en faire un agent double, ce n'est pas la bonne attitude. Ça, c'est les attitudes des... Les Africains pensent que la France a toujours été habituée à la gratuité. En fait, c'est vrai. Quand vous prenez un pays qui, depuis 5 siècles, n'a eu que des choses gratuites, un pays qui a bénéficié de rentes qui lui venaient, par exemple de Haïti pendant près de 200 ans, n'oubliez pas que ce qui a été demandé comme indemnisation à Haïti depuis 1804 ne s'est achevé que vers 1945, je crois, ou 46. 2 siècles pratiquement, un siècle et demi. Voilà les choses qui ont nourri la France. Après, il y a eu la colonisation de dizaines de pays à travers le monde. Il y a le franc CFA qui a été la chose, certainement l'arnaque la mieux montée de l'histoire de l'humanité et qui se poursuit. D'où nous voulons tirer nos pays. Quand la France achète du pétrole au Gabon, elle écrit, elle ne paye pas le Gabon, elle écrit. Elle paye du gaz au Cameroun, elle écrit, elle ne paye pas. Mais quand elle l'achète au Nigeria, elle paye. Donc, elle va faire quoi? Elle va s'arranger à contrôler par tous les moyens les gisements de matières premières. Dans ces pays-là, on se souvient des incidents, du problème Lissouba au Congo. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, malheureusement, cette époque est révolue, terminée. Maintenant, vous voulez quelque chose, vous l'achetez plein pot, comme tout le monde. Sauf que, lorsque vous avez structuré votre économie sur la gratuité des matières premières, qui sont un facteur important en matière financière et sur le plan de la gestion, sur le plan de la production, oui. Eh bien, cela veut dire que vous aurez beaucoup de mal à réorganiser vos circuits économiques pour rester au même niveau où vous êtes. Parce qu'un pays qui, lui, achète du fer, achète le fer au prix normal, le minerai de fer ou de manganèse au prix normal, alors que vous l'avez gratuitement, vous n'avez pas la même compétitivité. Ce pays est beaucoup plus compétitif que vous et vous êtes bien moins compétitif parce que lorsque vous allez payer ce minerai de manganèse ou de fer ou de gaz ou du pétrole, vous n'avez pas l'expérience et l'expertise des économies d'échelle ou des process qui peu gourmands en ressources comme celui qui a toujours acheté comptant sur le marché. Il est meilleur que vous. Même les chaînes logistiques, il a dû les améliorer. Vous n'avez pas su le faire. Donc, ces gens sont plus compétitifs. Voilà pourquoi vous entendez souvent dire qu'à la fin du franc CFA, la France peut dégringoler à la 25e ou à la 30e place mondiale. Parce qu'elle va perdre en compétitivité. Et cette perte de compétitivité va faire que beaucoup d'industries françaises vont fermer. Et c'est avec beaucoup de chance qu'elle pourra même rester un pays moyen en Europe. Donc, il lui reste quoi? Elle pense, et c'est ça la mauvaise idée, c'est-à-dire qu'elle est face à un problème sérieux, qu'elle-même reconnaît, mais elle prend la mauvaise décision, qui est celle de dire, on va faire la guerre à ceux qui nous ferment l'accès aux matières premières et à leur marché où nous devons écouler nos produits bon prix. On va faire la guerre à tous ceux qui ne veulent sortir du franc CFA et ça va permettre de maintenir notre rang et notre position dans le monde. Non, messieurs, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez faire la guerre à qui au vent? Parce que les gens ne sont pas contre vous, les gens ne font pas attention à vous. Ils vont prendre les décisions qui concernent leur pays, vous allez simplement vous en rendre compte. Est-ce que quand la Centrafrique a pris la loi sur le Bitcoin, est-ce qu'elle a pris la loi sur le Bitcoin en pensant à la France? Elle a pris la loi sur le Bitcoin en pensant à la Centrafrique et aux Centrafricains. Donc c'est ça qui risque d'arriver à la France. Sauf que la loi sur le Bitcoin est un assèchement net de flux financiers vers la France. Mais la Centrafrique n'a jamais dit qu'elle était contre la France. Je ne connais même pas un seul Africain qui dit qu'il est contre la France. Parce que ce serait donner beaucoup trop d'importance à quelque chose qui n'en a pas autant. Et ce serait une perte de ressources et d'énergie et de temps, alors qu'on devrait les consacrer à comment on fait pour faire les choses pour nous. Est-ce la fin, finalement, de la France, pour sortir de cette histoire? Ça aussi, ça les regarde. Ça aussi, ça les regarde, c'est leur problème. Nous, ce qui nous concerne, c'est que nous avons le sentiment que c'est le début de notre restauration historique.
Et ce début de notre restauration historique nous commande de travailler d'une certaine façon. Voilà pourquoi j'appelle qu'il y ait 10 000 élus panafricanistes entre 2023 et 2028, parce qu'ils suivront ces idées selon lesquelles tout doit être fait pour les Africains, selon les Africains, comme les Africains, avec les Africains, au bénéfice et au profit des Africains sur le continent africain et partout où il y a les Africains, mais en tenant compte de l'exigence humaniste africaine de solidarité, de prospérité partagée et de solidarité internationale. Voilà ce qui nous concerne. Est-ce la fin pour les uns ou pour les autres? Ça ne nous concerne pas. C'est leur pays, c'est leur vie, c'est leur histoire, c'est leur préoccupation. Nous n'allons pas prendre notre temps, l'utiliser à réfléchir sur leurs préoccupations, alors que nous devons utiliser notre temps, nos ressources, toute notre énergie pour nos propres préoccupations. Merci à vous, Dr Yamtim, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricanist TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.